Ce chapitre 2 explore en détail les réglementations et les calculs qui sous-tendent de Bâle 1 et met en évidence leurs principales faiblesses et limites. Nous commençons par présenter les pondérations de risque qui s'appliquent à diverses expositions. Une pondération de risque de 0% s'applique sur le cash ou bien l'espèce, les créances sûres ou inconditionnellement garanties par les administrations centrales de l'OCDE, y compris les banques centrales et les organismes gouvernementaux. Notons que la liste des pays de l'OCDE s'allonge avec le temps et ne comprend pas nécessairement tous les pays avec une note de crédit très élevée. La liste complète est disponible à l'adresse suivante de l'OCDE, www.oecd.org. En particulier, notons que l'Islande, l'Irlande, la Turquie, la Grèce et la majorité de l'Europe de l'Est sont membres de l'OCDE, tandis que le Singapour, la Chine ne le sont pas. Donc l'adhésion n'est pas toujours un bon indicateur de solvabilité. Nous avons ensuite les créances garanties par des titres des gouvernements de l'OCDE ou par du cash. Et enfin, les créances en monnaie locale sur ou inconditionnellement garanties par des administrations centrales non incluses dans l'OCDE, financées dans la même devise. Cette réglementation a été jugée nécessaire pour éviter de pénaliser trop lourdement les participations aux obligations gouvernementales des banques non incluses dans l'OCDE, d'autant que ces participations sont considérées comme essentielles à une gestion saine des liquidités, mais les participations de ce type financées dans une autre devise ne bénéficient pas de la réglementation. En ce qui concerne la catégorie de pondération de risque de 20%, nous avons les créances sur ou garanties par des banques faisant partie des pays de l'OCDE. L'idée derrière cette réglementation est que les banques bénéficient d'un soutien implicite ou explicite de leur gouvernement, de sorte que certains liens entre la pondération du risque et celle de leur gouvernement soient appropriés. Ensuite, nous avons les créances sûres ou garanties par des banques ayant une échéance résiduelle de moins d'un an. Ces types de créances de court terme bénéficient d'une pondération de risque réduite étant donné le rôle crucial qu'elles jouent dans le financement interbancaire à court terme, le financement d'exportation et du commerce et d'autres activités à faible risque transfrontalier. Ensuite, nous avons les créances sur les entreprises d'investissement faisant partie des pays de l'OCDE, soumises à des dispositifs de surveillance et de réglementation comparables, dont en particulier des exigences de fonds propres en regard des risques. Cette réglementation vise à supprimer le désavantage concurrentiel des entreprises d'investissement réglementées de manière appropriée par rapport à la réglementation des banques, mais notons que les responsables de surveillance des États-Unis n'ont jamais accepté cette réglementation
et ont continué à appliquer une pondération de 100% à des entreprises d'investissement nationales et étrangères. Ensuite, nous avons les créances sur les organismes multilatéraux tels que IBRD, EBRD, ASDB ou AFDB, et créances garanties par ces organismes ou garanties par des titres d'investissement émis par ces organismes. Bien que cette règle ne précise pas clairement que le terme titre désigne titre de créance plutôt que titre de participation, nous croyons qu'il est destiné à s'appliquer au titre de créance exclusivement. Enfin, nous avons les créances sûres ou garanties par des pays de l'OCDE, des États et des gouvernements. Cette catégorie comprend l'énorme marché américain des obligations municipales ainsi que les financements des autoroutes, ponts et autres infrastructures garantis par l'autorité locale. En ce qui concerne la pondération de 50%, des prêts entièrement adossés à l'immobilier résidentiel qui est ou sera occupé par l'emprunteur ou qui est loué. Les responsables de surveillance locaux sont autorisés à limiter cette réglementation s'ils la jugent appropriée, soit en limitant la partie du prêteur sur valeur de l'emprunt qui peut bénéficier de cette réglementation, ou en exigeant du prêt en question d'avoir la première créance de la garantie sous-jacente, ou par d'autres moyens. Enfin, la pondération à 100%. Toutes les autres créances ne pouvant bénéficier d'une pondération de moindre risque, y compris en particulier les créances sur les entreprises commerciales, quelle que soit la notation de crédit. Notons que cette catégorie contient un fort pourcentage de l'exposition typique des banques, y compris les prêts non garantis aux entreprises, aux PME et aux particuliers, et même de nombreux prêts garantis, mais la garantie n'est pas sous la forme d'espèces, de titres ou d'immobilier résidentiel. La suite de notre liste est la détermination des facteurs de conversion en équivalent crédit, appelés aussi Credit Conversion Factors, pour les expositions du hors-bilan. À nouveau, celle-ci entre dans l'une des quatre catégories, étant la même 0%, 20%, 50% et 100%, bien que vous allez bientôt comprendre que ces quatre chiffres sont combinés aux quatre pondérations de risque possibles pour déduire des actifs ajustés en fonction des risques pour chaque position hors bilan. Commençons par la catégorie de 0%. Dans cette catégorie, il y a les critères des lignes de crédit ou engagement qui peuvent être annulées purement et simplement à tout moment. La logique de cette réglementation est que la banque peut annuler l'engagement à une détérioration du crédit avant qu'il ne soit retiré davantage. Tout montant déjà retiré deviendrait évidemment un actif inscrit au bilan. Ainsi, ce serait une pondération en conformité avec les réglementations que nous avons examinées précédemment. Ensuite, nous avons dans la même catégorie les engagements avec une échéance initiale inférieure ou égale à 1 an.
Cette réglementation est moins facile à justifier et en tout cas a été modifiée dans BAL 2. Son existence préalable traduit essentiellement un désir chez les participants au marché et les responsables de surveillance de ne pas décourager les banques de fournir des lignes de crédit en suspens pour sécuriser les papiers commerciaux des emprunteurs. Passons maintenant à la catégorie de 20% du facteur de conversion en équivalent crédit. Dans cette catégorie, nous trouvons les éventualités d'autoliquidation à court terme liées au commerce, telles que les crédits documentaires garantis par les marchandises expédiées. Cette réglementation reflète l'excellente histoire de paiement de cette classe d'actifs, même dans les situations où les pays sont en situation de détresse et de défaut ou de rééchelonnement de leur dette extérieure. Passons à la catégorie de 50% où nous trouvons les engagements avec une échéance initiale supérieure à 1 an. Cette catégorie comprend les facilités de prêt syndiqués accordées aux emprunteurs pour leur fonds de roulement, pour des acquisitions spécifiques ou pour toute autre fin. Notons encore que toute partie de la facilité qui a été déjà retirée est considérée un prêt au bilan et est soumise aux réglementations antérieures. Seule la portion inutilisée de la facilité est soumise à 50%. La raison d'un FCEC de 50% seulement au lieu de 100% provient de la capacité du prêteur à invoquer des clauses restrictives et autres conditions de la documentation de prêt pour refuser un financement aux emprunteurs à un crédit en détérioration. Des études empiriques confirment que ces types de clauses réduisent le solde impayé au moment de défaut à une fraction de la disponibilité totale, pas trop loin de 50%. Dans cette même catégorie, nous avons les facilités d'émission d'effets et facilités de prise ferme renouvelables. Ces types de facilités comprennent un engagement de la banque pour acheter des titres ou des obligations émises par l'emprunteur à des conditions prédéfinies, en principe très semblables pour des engagements de crédit en suspens. Enfin, nous avons certains éléments liés à des transactions éventuelles telles que la performance des obligations et le cautionnement. Ces engagements sont émis par les banques pour soutenir les obligations de paiement faites généralement par des entreprises dans le cadre de projets de construction et similaires. Si l'entreprise ne respecte pas une obligation définie par rapport à l'échéance de la réalisation ou la qualité de la construction, la contrepartie peut s'appuyer sur l'engagement de la banque comme une forme de sanction infligée à l'entreprise en vertu du contrat. En ce qui concerne le facteur de conversion en équivalent de crédit pour la catégorie de 100%, nous retrouvons des substituts directs de crédit tels que les garanties générales de la dette, y compris les dettes de crédit servant de garantie financière pour les prêts ou les titres. Cette clause traite essentiellement des garanties de crédit comme l'équivalent d'exposition au bilan. Elle prive essentiellement les banques de parvenir à l'allègement en matière de fonds propres en garantissant la dette détenue par une autre partie plutôt que de prolonger directement le prêt.
Ensuite, nous retrouvons les opérations de vente et de pension et la vente d'actifs en ayant recours lorsque le risque de crédit reste au sein de la banque. En principe, cette clause traite d'une vente avec le recours comme n'étant pas du tout une véritable vente et le risque de crédit de l'actif vendu retourne vers le vendeur. Cela laisse une énorme catégorie d'éléments hors bilan à discuter, les dérivés. Bâle propose 2 réglementations alternatives pour traiter avec les dérivés, mais celle adoptée dans la plupart des pays et par la plupart des institutions convertit le montant notionnel de chaque contrat dérivé en sa juste valeur actualisée, plus un facteur de majoration spécifié dans la règle, qui reflète l'exposition potentielle future au risque sur la durée restante du contrat et dépend de la nature du sous-jacent et en particulier sa volatilité probable et sur la durée résiduelle de la transaction. Les facteurs de majoration sont énumérés dans le tableau figurant ci-dessous et sont assez simples. Notons en particulier de très faibles entrées pour les produits dérivés de taux d'intérêt, même ceux avec une longue échéance. Deuxièmement, la séparation des produits de base en or, qui sont traités comme le change, les métaux précieux et autres matières premières. Troisièmement, l'absence de toute mention d'autres types de produits dérivés, y compris les plus importants, les dérivés de crédit, qui étaient peu connus au temps de Bâle I, pour lesquels des réglementations spécifiques ont été incorporées dans Bâle II, qui seront discutées dans un module dédié à ce sujet. Nous sommes maintenant en mesure de calculer pour toute institution le total des actifs pondérés et procéder à illustrer ceci via un exemple dans Excel sur cette feuille de calcul intitulée Bâle 1. Dans la colonne B, nous énumérons et décrivons les actifs de la banque et les éléments hors bilan et nous montrons leur montant principal ou le notionnel en millions de dollars américains dans la colonne C. Notons en particulier le taux d'intérêt de swap de 7 ans avec HSBC qui a un notionnel de 80 mais une juste valeur positive actuelle de 6. En ce qui concerne les facteurs de conversion équivalent crédit, nous notons 100% qui s'applique aux garanties financières, le 0% qui s'applique à la ligne de crédit à Exxon de 364 jours, le 50% s'applique à la ligne de crédit d'Exxon engagée sur 3 ans et enfin 1,5% qui s'applique à l'IRS avec HSBC compte tenu de sa maturité restante de 7 ans conformément à la matrice que nous avons déjà montrée.
Les pondérations de risque apparaissent dans la colonne E et sont assez simples. Notons en particulier dans la cellule E8, le 100% qui continue de s'appliquer aux prêts garantis par l'entreprise, puisque la garantie est sous forme de stock et des créances clients, des éléments qui ne génèrent aucun bénéfice pour le prêteur sous les règles. Le 0 qui s'applique dans les deux cellules E10 et E14, étant donné la présence de titres d'État de l'OCDE comme variante de l'exposition sous-jacente ou de la garantie de l'exposition sous-jacente. Et les 20% qui s'appliquent à la ligne de crédit à la Barclays, qui sera combinée bientôt avec les 50% du facteur de conversion équivalent crédit de la cellule D24. Dans la colonne F, enfin, donne le calcul du montant pondéré de chaque exposition par simple multiplication dans la plupart des cas. Pour les éléments hors bilan, tels que la ligne de crédit à la Barclays, notons que l'on multiplie le montant notionnel d'abord par le facteur de conversion équivalent crédit approprié et puis par la pondération appropriée, ce qui entraîne un risque pondéré des actifs égal à 10% seulement du notionnel initial. Le swap de taux d'intérêt IRS nécessite une discussion un peu plus détaillée dans la formule de la cellule F26. Nous avons converti le montant notionnel à son équivalent crédit en multipliant d'abord par son facteur de conversion équivalent crédit, puis en ajoutant l'exposition actuelle de 6 millions de dollars de l'IRS, c'est-à-dire sa juste valeur, au montant obtenu, et seulement après ceci, nous avons multiplié le total par la pondération de risque de 20% applicable aux banques de l'OCDE en tant que contrepartie. Finalement, la cellule F28 additionne tous les nombres dans la colonne immédiatement au-dessus pour atteindre un chiffre global pondéré de 309,44 millions pour toute l'institution. Notons que ce n'est d'environ 40% du montant total des expositions du bilan et hors bilan figurant dans la cellule C28, une conséquence directe de l'application des facteurs de conversion équivalent crédit et des pondérations de risque qui sont inférieures à 100% dans plusieurs cas. La dernière étape dans nos calculs nous ramène aux équations de fonds propres réglementaires minimum. Nous vous rappelons qu'ils doivent répondre aux deux critères principaux. En particulier, les fonds propres tier 1 doivent être au moins égaux à 4% de la pondération globale des actifs, c'est-à-dire
4% multiplié par l'actif total qui est de 309,44. Ainsi, nous obtenons 12,38 millions de dollars si on arrondit à 2 décimales. Ensuite, la somme des fonds propres tier 1 et tier 2 doit être au moins égale à 8% de la pondération globale des actifs, donc 24,76 millions de dollars. Cela nous amène donc à une discussion de fonds propres de la banque et ses deux composantes. La séparation des fonds propres de la banque en deux catégories, parfois appelées fonds propres fondamentaux et fonds propres supplémentaires, reflète l'opinion réglementaire que certains instruments et les éléments sont plus permanents et plus capables d'absorber les pertes du portefeuille subies par la banque que d'autres, de sorte qu'une importante partie de fonds propres globaux d'une banque doivent être dans des instruments de fonds propres plus fiables ou fondamentaux. Les fonds propres tier 1 sont définis pour inclure des actions ordinaires, des bénéfices non répartis, des actions privilégiées perpétuelles non cumulatives. Le premier mot se référant au fait que tous les dividendes impayés sont complètement perdus et non soumis plus tard à une obligation de rattrapage. Et finalement, certaines formes d'instruments hybrides complexes qui présentent des caractéristiques mixtes de la dette et capitaux propres, mais sont profondément subordonnés et de longue échéance et possèdent des coupons discrétionnaires. Cette dernière catégorie d'instruments est soumise à un plafond de 15% du tier 1 et sera discutée en détail dans un module appelé fonds propres hybrides. Les fonds propres tier 2 sont définis pour inclure diverses formes de réserves, y compris les réserves générales pour pertes sur prêt qui n'ont pas encore été attribuées à une exposition de crédit particulier. D'autres types d'actions privilégiées et hybrides non comptées dans tier 1. Et très important, la dette subordonnée qui a une durée minimale de 5 ans et dont la documentation ne permet pas l'accélération par son titulaire, sauf dans le cas de faillite ou de liquidation. Nous mentionnons enfin que les réglementations exigeant un nombre d'éléments à déduire des fonds propres, dont le plus important est le goodwill. Dans notre feuille de calcul Excel antérieure, pour laquelle nous vous rappelons, nous avons calculé les exigences minimales de fonds propres tier 1 de la banque, qui sont de 12,38 millions de dollars, et les exigences de fonds propres totaux de 24,76 millions de dollars. Pourrait par exemple répondre à ces deux exigences en structurant les fonds propres de son bilan comme suit. 300 millions de dépôts qui ne portent aucune classification de fonds propres. Nous avons aussi 100 millions d'obligations principales qui sont non garanties, de même ne portent pas un risque de crédit, qui en total on obtient 400 millions de dollars. Nous avons 10 millions de dettes subordonnées de 10 ans, qui est classifiée sous le tier 2, 5 millions de dollars d'hybride, classifié sous tier 2. On obtient un total de tier 2 de 15 millions de dollars. Ensuite, nous avons aussi 5 millions de
des actions préférentielles perpétuelles non cumulatives, classifiées sous Tier 1, et 20 millions d'actions ordinaires et bénéfices cumulés, qui sont classifiés sous Tier 1. On obtient le global de Tier 1 est de 25 millions de dollars, ce qui nous amène à une capitalisation totale du côté droit du bilan qui est de 440 millions de dollars. Nous avions donc calculé le ratio de la banque de capital Tier 1 à 25 divisé par le total actif ajusté qui est de 309,44, nous obtenons 8,08%. Et le ratio global des fonds propres de la banque qui nous donne 40 divisé par 309,44, nous obtenons 12,93%. Ces ratios de grandes banques internationales actives sont en fait assez typiques dans la plupart des grandes juridictions. Vous devriez avoir noté que nous avons fixé la taille du côté droit du bilan à 440 millions de dollars, un montant égal au montant total de tous les actifs au bilan figurant dans notre feuille de calcul, tandis que le dénominateur dans les deux est tout simplement le risque global des actifs pondérés calculé dans la feuille de calcul. Nous concluons ce chapitre en soulignant les principales faiblesses et incohérences du régime de Bâle I, dont un grand nombre a amené à la décision de remplacer Bâle I par Bâle II. Premièrement, les expositions aux pays de l'OCDE dans une devise autre que la monnaie locale et uniquement pour ces pays portent une pondération du risque 0, sinon 100%, indépendamment de la qualité de crédit du pays. Ainsi, le Singapour, avec une notation de 3A, a une pondération de 100%, alors que la Turquie, avec 2B, exerce une pondération de 0. Deuxièmement, toutes les expositions d'entreprises non garanties et même tous les risques d'entreprises garanties, sauf pour une catégorie limitée de la garantie, portent une pondération de 100%. Encore une fois, quelle que soit la qualité du crédit. Ainsi, les réglementations traitent les entreprises notées 3A de la même manière que les entreprises évaluées 3C. Troisièmement, les expositions de banques dont l'échéance est inférieure à 1 ont une pondération de 20%. De nouveau, quelle que soit la qualité du crédit ou le pays de la constitution. Non seulement ceci ne parvient pas à différencier entre la HSBC et Jamal Trust Bank, qui est une banque libanaise, pour des maturités inférieures à 1 an, elle conduit également à l'absurdité que les expositions non garanties de court terme d'Exxon ont une pondération de 100%, mais elles auront seulement une pondération du risque de 20% si elles sont garanties par Jamal Trust. Quatrièmement, les expositions aux institutions multilatérales comme la Banque mondiale et la BERD ont une pondération du risque plus grande que celle de la Turquie, la Grèce et l'Irlande et tous les membres de l'OCDE.
Cinquièmement, les lignes de crédit, même celles engagées avec une échéance initiale de 364 jours ou moins, ont un FCEC 0 et donc nul besoin de fonds propres. Sixièmement, les prêts hypothécaires résidentiels, pour la plupart, portent une pondération de 50%, sans distinction fondée sur le ratio prêt-valeur ou de normes d'engagement. Notons que les prêts hypothécaires des États-Unis sont traités de la même manière que les hypothèques premiers du high net worth, de la valeur nette élevée, bien que les règles laissent une certaine latitude aux autorités de régulation nationales de modifier les normes afin de refléter les différences perçues entre les pays types de prêts hypothécaires. Septièmement, les obligations non garanties émises par Exxon par exemple et détenues par Barclays exigent une répartition de fonds propres totaux de 8% de la part de Barclays. Les mêmes obligations Exxon appartenant à Barclays, mais garanties par la BNP Paribas, par exemple, exigent maintenant que les fonds propres de BNP Paribas soit 8% au titre du concept de substitution de crédit direct pour les éléments du hors-bilan et de plus 1,6% qui est égal à 20% multiplié par 8%, l'affectation des fonds propres de la Barclays elle-même, compte tenu de la garantie d'une banque de l'OCDE, soit un total de 9,6% entre les deux banques. Encore faut-il que le montant du risque de crédit dans le système, dans l'ensemble, reste le même. Nous verrons dans le prochain chapitre comment plusieurs de ces questions ont été traitées dans le cadre de Bâle II, mais pour l'instant, nous mettons un terme à ce chapitre 2 de notre module et avec la partie 1.